Salut à tous et bienvenue dans cette seconde partie dédiée au Mosin Nagant de tireur d'élite. Bon, je vais probablement dire de sniper tout au long de la vidéo, donc n'en veuillez pas, mais c'est juste plus simple et rapide à dire. Et en plus, même en russe, on dit sniper. Bref, vous avez un timecode en bas de la vidéo pour aller d'un modèle à un autre. Ce qui est quasi certain, c'est que durant la Première Guerre mondiale, les Russes n'ont pas employé de fusil à lunettes. Mais ils se sont bien rattrapés durant la Grande Guerre patriotique. En fait, le développement a commencé dans les années 20, mais cela a pris du temps, notamment à cause de la conjoncture économique du pays à ce moment-là, et il faudra attendre 1931 pour voir le premier modèle de lunettes soviétiques. Finalement, la date correspond quasiment avec la sortie du nouveau fusil 91-30. Ce qui est ironique, c'est que cette lunette a été conçue avec l'aide d'une société allemande, Emil Busch, sur une base d'une autre société allemande bien connue, Zeiss. Ironique, oui, car quand on sait ce qu'infligeront 10 ans plus tard les snipers russes aux troupes allemandes. Vous trouvez bizarre qu'une société allemande ait aidé à la conception du fusil de sniper russe ? Non, c'était parfaitement normal car cela tombait dans des accords militaires entre les deux pays. Les Allemands aideront même les Russes à construire une usine chez eux. La lunette de 1931 est désignée PE, pour modèle unique en français, et dispose d'un grossissement de x4. Il y a des tourelles qui permettent de gérer le latéral et l'horizontal, et une bague pour la focale sur l'arrière du corps de la lunette. Premiers exemplaires ont un corps central carré, qui sera changé par des bords moins anguleux. Ces premières lunettes ont un montage qui vient se fixer sur la partie octogonale du boîtier. Cette première version sera fabriquée jusqu'en 1936, pour être remplacée par cette variante, où la bague de focale est placée plus en avant. De plus, c'est à ce moment-là que les fusils à boîtier rond ont aussi été utilisés sur les fusils sniper. On peut aussi noter que la fixation du rail se faisait avec 6 vis au début, puis 4 seulement. Pour le reste, la lunette dispose toujours d'un grossissement de x4 et elle sera produite jusqu'en 1939. Ah oui, chose importante tout de même, ces fusils sont sélectionnés pour leur tolérance de fabrication meilleure. La détente est retravaillée. Et point évident, le levier de culasse est coudé, car oui, les Russes n'auront que des montages axés au-dessus du fusil et jamais en version déportée, comme cela a été le cas en France, en Allemagne ou en Angleterre. Le fusil est désigné Sniperskaya Wintowska Mosin, modèle 1891. Ces modèles ont pu être utilisés durant la guerre civile espagnole et surtout durant la guerre d'hiver contre la Finlande. Et cela va permettre de faire des retextes afin d'apporter des corrections. Il faut savoir que la Russie prend très au sérieux l'entraînement des snipers. Lors de la guerre d'hiver, il y avait 5 tireurs d'élite par compagnie, généralement en binôme avec un officier. Dès 1941, avec l'opération Barbarossa, des cours spécialisés sont créés, ainsi que des centres de formation dédiés au tir de précision. Différentes organisations mettent en place des cours, et en mai 1943, ce sont des cours pour les femmes qui sont créés. La formation des tireurs d'élite russes, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, servit largement la propagande russe de l'époque. Par exemple, Lyudmila Pavlichenko, créditée pour 309 tués, recevra en 1943 la médaille d'or de héros de l'Union soviétique et aura un timbre à son effigie. Sans parler de sa tournée diplomatique en 1942 aux États-Unis. D'ailleurs, un film russe lui a été consacré en 2015, preuve que l'image est encore bien présente. Et que dire de de Vassili Grigorievitch Zaitsev, crédité pour 242 tués. Et encore, ces chiffres ne sont pas les plus élevés. Si on prend la liste disponible sur Wikipédia, et qu'on regarde les 20 plus grands tireurs d'élite de l'histoire, 12 sont des snipers russes de la Seconde Guerre mondiale. Alors la question c'est, est-ce que les chiffres sont réels et les Allemands se laissaient tirer comme des lapins, ou il ne s'agirait pas de les gonfler un peu pour servir la propagande du régime? Dans ce bouquin-là, écrit par un sniper anglais, il parle de sa rencontre en Allemagne en 1945 avec des snipers russes. Les Russes lui parlent du nombre de tués, qui atteint très facilement la centaine. Mais quand il les voit tirer au stand, il trouve qu'il y a un truc qui cloche, car il juge que leur niveau est pas à la hauteur de leurs exploits racontés. Bon bref, je ferme la parenthèse, car je pense qu'on ne saura jamais la vérité. Il empêche que les tireurs russes n'ont pas démérité et ont fait vivre l'enfer aux troupes allemandes. Ça, c'est certain. En fait, leur rôle principal est de contrer les snipers ennemis, car un seul tireur bien caché peut bloquer les attaquants et démoraliser les troupes. Et les tireurs allemands avaient aussi bonne réputation, surtout que chez eux, le tir de précision existait déjà depuis 1914. L'autre mission consiste à éliminer les officiers ennemis, afin de semer le trouble parmi les troupes. Et enfin, ils devaient aussi éliminer les artilleurs ou mitrailleurs. Autre utilité, avec des cartouches traçantes, ils pouvaient aussi désigner une cible, comme par exemple un char ennemi caché, afin que l'artillerie l'élimine. Bon par contre, niveau discrétion, c'était pas top, il valait mieux rapidement changer de position. Donc l'entraînement des snipers russes va s'améliorer au cours de la Seconde Guerre mondiale, et le besoin en lunettes va lui aussi changer, et c'est l'apparition entre 1937 et 1942 d'un nouveau modèle, PEM, avec M pour moderniser selon la littérature moderne. Ce modèle se distingue par l'absence de bague de réglage de la focale. Et pourquoi cela? Parce que la sélection des snipers requiert des gens avec une vue parfaite, et donc il n'est plus utile d'avoir ce réglage.
Eh oui, désolé les myopes. En plus, ça simplifie la production, donc c'est parfait. Il y a aussi dès 1938 un nouveau type de montage avec ce rail latéral. Visiblement, le rail au-dessus du boîtier ne garantissait pas un maintien parfait de la lunette, avec une tendance à bouger au fil du temps. La solution fut ce rail fixé avec des vis de blocage, et à partir de 1940, il devint le montage standard des PEM. Pour aborder la dernière variante de lunettes de fusil Mosin, il va falloir qu'on aborde le SVT-40. Car oui, la fameuse lunette PU qu'on voit quasiment sur tous les fusils vendus dans le commerce aujourd'hui vient directement du SVT. Je ne vais pas rentrer dans le détail du développement du SVT-40, car j'aimerais en dédier un épisode entier un jour. Mais brièvement, le SVT-40 est un fusil semi-automatique créé par Tokarev, disposant d'un magasin détachable d'une contenance de 10 cartouches de 7,62 par 54R. En fait, des lunettes ont été testées dès son prédécesseur, le SVT-38, mais le problème c'est que la classique PEM ne pouvait pas bien se mettre sur l'arme, car elle gênait l'extraction des étuis, et les Russes ne voulaient pas d'un montage déporté. Tokarev a proposé un montage et une lunette plus courte. Le montage était bon, mais pas la lunette. Une autre usine sortit la lunette PU, avec un grossissement de 3,5, et évidemment d'une taille réduite. C'est ce modèle qui sera adopté en juillet 1940 pour équiper certains SVT-40. On distingue alors deux types de fusils, celui qui est sélectionné à l'usine et monté avec la lunette, et celui qui est un simple SVT-40 récupéré sur le terrain et monté avec une lunette, directement par un soldat. Dans tous les cas, les modèles originaux sont très rares car ils n'ont été produits qu'entre 1941 et 1942. Pour la simple raison que le SVT-40 ne donnait pas entièrement satisfaction aux snipers sur la précision en cible. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion de tester et de voir si en effet le SVT-40 est moins précis qu'à 91-30. On n'a pas eu trop de mal à toucher le gong à 200 mètres en tout cas. C'est donc sur le fusil 91-30 que la lunette a été positionnée à partir de 1942. La lunette est alors recalibrée pour être tirée depuis le fusil à verrou, et la forme change légèrement avec ce corps qui reste droit, même si on peut trouver des lunettes de SVT-40 modifiées pour le fusil Mosin. En tout cas, c'est la version la plus commune, puisque largement utilisée par les tireurs russes jusque dans les années 60. Enfin, j'oserais même dire encore utilisée aujourd'hui, car oui, on en voit en Ukraine. Bon après, pour du tir entre 100 et 400 mètres, ça reste relativement viable. Il a été remplacé par le célèbre SVD Dragunov en 1963, fusil semi-auto, toujours chambré en 7,62 par 54R, qui est d'ailleurs un des tout premiers véritables fusils de sniper, dans le sens où il s'agit bien d'une arme pensée et conçue pour le rôle de tireur d'élite. Et tout comme son prédécesseur, toujours parfaitement en activité dans l'armée russe aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo dédiée sur le SVD. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et donc, pour en revenir au Mosin Nagant, il y a un accessoire dont on doit parler, le silencieux Bramit. C'est un accessoire atypique et qui a connu une grande diffusion durant le conflit. L'idée est bien évidemment de réduire le volume sonore du tireur afin qu'il soit beaucoup plus difficile de le localiser. Pour cela, il y a deux caoutchoucs à l'intérieur dans lesquels la balle passe et qui réduisent donc le son. Sachant que l'utilisation est donnée pour sentir, après quoi les caoutchoucs à l'intérieur sont bons pour être changés. Il est apparu en 1940 et a été produit en très grande quantité jusqu'en 1945. Il a connu plusieurs évolutions, notamment dans la qualité du caoutchouc employé, car sur les premiers exemplaires par exemple, il supportait difficilement le froid et le caoutchouc était mort au bout d'une vingtaine de tirs. Si les tireurs d'élite russes l'ont employé, ils ont aussi été distribués aux partisans. Quoi de mieux qu'un silencieux pour faire une embuscade? Mais qui dit silencieux dit aussi subsonique, et il fallait bien développer une nouvelle cartouche pour ça. La cartouche 7,62 mm Vintovochny Patron Obrazka 1930 Goda. 7,62 мм винтовочный патрон образка 1930 года. Bon ouais, soit une cartouche subsonique, avec un poids de balle de 9,75 grammes et une quantité de poudre inférieure à la cartouche classique. Alors on a testé le tir sans cartouche subso, mais rechargé soft, et je dirais que là, dans le stand, ça claquait un peu plus fort qu'une 22 LR. Mais ça reste relativement supportable pour les oreilles. Ce qui en soi est déjà pas mal comparé à un tir classique de 7,62.
Je sais que Théo, le propriétaire de l'arme, avait préparé des subsos et que le résultat était bluffant. Malheureusement, nous n'avions pas ces cartouches là au stand. Impact. Comme déjà mentionné, le 91-30 de Sniper a connu une très longue carrière, voire même est toujours en activité et aussi très connu des tireurs français. Est-ce que vous connaissez le VZ54? À première vue, un vulgaire Mosin sportérisé ou mis en bois pour la chasse. Alors autant le dire direct, non, on est plutôt dans la pièce très rare et le Mosin haut de gamme. Et si je vous ai dit VZ54, c'est qu'il y a de fortes chances que l'arme soit tchèque et qu'elle ait été adoptée en 1954. Et en effet, la République tchèque, enfin la Tchécoslovaquie, disposait, voire dispose toujours d'une industrie armurière florissante. Et donc ils vont chercher à fabriquer un fusil de sniper après la Seconde Guerre mondiale. L'impulsion de ce développement viendra avec un certain Otakar Galas, ingénieur tchèque qui proposera en 1949 le ZG49SN, SN pour sniper en tchèque. Il s'agit d'une action Mauser et le fusil est chambré au calibre allemand de 7,92 par 57. Alors pourquoi partir sur ce type d'action et de cartouche alors que le pays était dans l'URSS? Simplement car juste avant ils étaient sous domination allemande et donc utilisaient principalement le VZ24, une copie du 98K allemand. Évidemment sous l'ère soviétique il fallait uniformiser avec la cartouche russe, c'est l'apparition du ZG51SN. C'est le prototype qui amènera directement à l'adoption du VZ54. Et sur ce dernier, on voit qu'il y a eu un gros travail pour transformer le Mosin Nagant en arme de précision. Évidemment, la crosse a subi une transformation complète avec une belle poignée pistolet et un fût raccourci pour le strict minimum. Le canon a lui aussi été raccourci de 3 cm et bien sûr un travail a été fait sur la détente pour améliorer le tir. La hausse est unique au VZ54 et va de 100 à 1200 mètres. D'ailleurs, on peut toujours l'utiliser, même avec une lunette dessus, puisque elle est fixée par un étonnant rail latéral. Rail dont l'inclinaison ramène bien la lunette en arrière. Celle-ci est de conception tchèque et dispose d'un grossissement de 2,5, ce qui est finalement assez peu puisque la PU russe fait 3,5. Mais visiblement les tireurs tchèques s'en sont accommodés jusqu'au début des années 80. Le réticule est identique à la PU russe et la culasse est elle aussi tirée du 91-30 russe. En tout cas en cible je peux vous assurer que c'est un très bon fusil et que les résultats sont au rendez-vous. Par contre phénomène surprenant mais il a l'air de chauffer rapidement et au bout d'un moment il devient difficile de manipuler la culasse. Si l'arme est adoptée en 1954, les premières livraisons n'arriveront qu'en 1956. Et pour cause, il faut trouver des boîtiers de fusil de 91-30 qui soient au niveau de tolérance, et donc d'exigence à la transformation en fusil de sniper. Et là, ça devient déjà problématique, car sur 16 000 boîtiers examinés, c'est seulement 2500 qui seront sélectionnés. Donc ça prend du temps et met en retard la production. Il y a aussi eu des retards dans la production des crosses, car les dessins envoyés aux sous-traitants n'étaient pas bons. Bref. Tout ça pour arriver à une fin de production en 1958 et seulement 5140 exemplaires de produits, d'où la rareté aujourd'hui sur le marché. Il paraîtrait qu'ils ne trouvaient pas assez de bons 91-30 pour en faire des fusils sniper de ce nom. Et avec l'arrivée du Dragunov, certains exemplaires ont été transformés pour des missions de police en VZ54-90 ou 91 selon les sources, avec une adaptation d'une lunette PSO et montage du Dragunov. La crosse a été changée avec un modèle à appui-joue et un bipied a aussi été ajouté. Bon et bien voilà, je pense qu'on a balayé déjà pas mal de modèles et pour résumer les différentes lunettes russes, on a donc les lunettes PE entre 1934 et 1936, les lunettes PE et PEM entre 1937 et 1939, puis uniquement des PEM entre 1939 et 1942, la lunette PU sur les SVT-40 entre 1941 et 1942, et enfin la PU sur les 91-30 entre 42 et 1958. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à en savoir plus et à déterminer les différents modèles. N'oubliez pas, les vrais fusils de sniper russes d'origine, c'est extrêmement rare. Je dirais que 99% des fusils que vous voyez en vente, ce sont des remontages pour le marché civil. Par contre, vous pouvez tout à fait tomber sur un vrai fusil sniper, mais qui a été remis au standard du 91-30, et c'est le cas du mien, que j'ai acheté bien évidemment parce que j'avais repéré qu'il y avait les anciens trous de montage de la lunette qui ont été rebouchés. Voilà, on arrive à la fin, merci au président du club de nous avoir autorisé à filmer dans son stand, merci aux copains alsaciens pour le prêt des armes, et si vous voulez voir du Mosin face au Mauser en version Stalingrad, vous pouvez aller faire un petit tour sur cette vidéo pour voir un peu d'action. À très bientôt.